Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ici à l'Assemblée nationale pour cette nouvelle cérémonie de remise des prix du Trombinoscope qui chaque année, depuis maintenant 29 ans, récompense des personnalités politiques qui se sont particulièrement illustrées dans le cadre de leur mandat ou de leur fonction. Je remercie le président Richard Ferrand de nous accueillir à nouveau ici à l'Assemblée dans ces magnifiques salons de l'Hôtel de la Serre. Le format est bien entendu particulier cette année en raison de la crise sanitaire, mais nous avons le plaisir d'accueillir en présentiel les lauréats, les membres du jury et les partenaires. Cependant, grâce à nos moyens techniques et à la vidéo, nous vous permettons de suivre cette remise des prix sur différentes plateformes, réseaux sociaux et sites internet. Je tiens à remercier les partenaires fidèles du Trombinoscope et de cette remise des prix, la société BKI Consulting et son président Éric Flamand, l'Institut Opinionway, qui a réalisé un sondage sur le prix de la révélation de l'année, et également les partenaires médias qui vont retransmettre cette cérémonie, donc les chaînes de télévision, LCP Assemblée nationale, Public Sénat et BFM TV. L'année de 2020 restera bien entendu gravée dans nos mémoires avec l'apparition de ce virus et la gestion qui s'en est suivie par les pouvoirs publics, mais ce fut une année politique également particulièrement animée avec les élections municipales, les élections sénatoriales et également la mise en place d'un nouveau gouvernement. Dans ce contexte, le jury de journalistes politiques du Trombinoscope a voté fin décembre pour désigner les lauréats. Donc, 7 prix sont décernés aujourd'hui, le prix de la personnalité de l'année, du ministre, de la révélation, du député, du sénateur, de l'élu local et enfin de l'Européen de l'année. Je vous laisse maintenant découvrir ce palmarès du Trombinoscope 2020 et je laisse la parole à Christophe Barbier, président du jury. 2020 n'est pas la pire année de l'histoire, comme l'a affirmé Time, journal issu d'un pays qui a la mémoire courte parce qu'il n'a pas beaucoup de passé. Mais 2020 est sans doute l'année la plus atypique et l'une des plus éprouvantes de notre histoire, à l'échelle de nos vies. Donc, à année inédite, palmarès du Trombinoscope, pas comme les autres. Dans la forme, d'abord, puisque nous voici réduits au distanciel que subissent nombre d'étudiants et que pratiquent de plus en plus de salariés en télétravail. Privés du moment chaleureux et décontracté de la remise des prix simultanée et en public, nous voici amenés à un défilé des lauréats et des membres du jury. Seule demeure l'hospitalité indéfectible de la présidence de l'Assemblée nationale qui nous accueille une fois de plus pour un confinement provisoire et majestueux. Qu'elle en soit remerciée. Merci surtout à vous tous d'être là, connectés, afin de découvrir les femmes et les hommes politiques récompensés par un prix du Trombinoscope pour l'année 2020. Le jury, composé de Sonia Mabrouk, Nathalie Chuc, Jean-Pierre Gracien, Emmanuel Kessler, Yves Tréhard, Ludovic Vigogne et moi-même, sous l'égide de François-Xavier Dallière et des équipes du Trombinoscope, le jury a tenté de regarder cette année exceptionnelle en allant au-delà des évidences. C'est pourquoi certains choix pourront vous surprendre, ou plutôt, c'est pourquoi quelques absences pourront vous étonner. Ainsi, au titre de ministre de l'année, vous ne trouverez pas celui qui a le plus occupé le terrain et les médias en 2020, et sans doute recueilli le plus d'attention des Français. Chargé de la santé, Olivier Véran a été omniprésent. Mais ses choix stratégiques, son autorité sur l'administration qu'il doit diriger et sa relation au monde médical sont apparus sujettes à caution, tandis qu'il s'est retrouvé en difficulté sur nombre de dossiers, de la gestion de la pénurie de masques au démarrage de la campagne de vaccination, en passant par la mise en œuvre de la tactique du tester, tracer, isoler. De même, alors que les écologistes ont emporté plusieurs grandes villes lors des municipales de mars-juin 2020, le prix de l'élu local de l'année ne revient à aucun d'entre eux. Leurs premiers pas au pouvoir, leurs premiers mots ont été souvent maladroits, allant de la brutalité contre les joies populaires du Tour de France ou des sapins de Noël à une certaine légèreté en matière de sécurité ou de laïcité. C'était troublant. La visibilité ou la victoire ont donc moins compté à nos yeux que le courage, l'opiniâtreté, l'originalité et la constance.
Ce sont ces dernières qualités que nous avons voulu honorer et que vous allez retrouver dans le palmarès qui va suivre. Merci. Avant toute chose, Madame la maire de Paris, je tiens à vous remercier d'avoir renoncé au confinement complet de la capitale pendant 3 semaines à partir de jeudi dernier, ce qui nous aurait privés de la rencontre d'aujourd'hui et de la petite cérémonie que nous tenons. La joie de recevoir le prix de la personnalité politique de l'année 2020, décerné par le jury du Trombinoscope, a heureusement fait passer à l'arrière-plan tous les dossiers, y compris la lutte contre l'épidémie. Dans la vie, comme dirait Jean Castex, il faut savoir distinguer l'essentiel du non-essentiel. De toute façon, après 1 an de pandémie, nous ne sommes plus à quelques jours près. Prenons le temps de fêter votre récompense avant de nous confiner jusqu'à Noël. Personnalité politique de l'année, vous voisinez avec les lauréats des années précédentes, où l'on compte depuis 1992 tous les présidents de la République, sauf l'actuel. Nombre d'écologistes, Daniel Cohn-Bendit, Nicolas Hulot, Yannick Jadot, beaucoup de présidentiables ayant échoué, François Fillon, Manuel Valls, Édouard Balladur, Jean-Pierre Chevènement, et seulement 3 femmes en 28 ans, 4 désormais grâce à vous. Vous voici donc au sommet d'un palmarès 2020 où nous avons le plaisir de compter à la fois Anne, la maire, et Bruno, le maire. Mais ce n'est pas pour le plaisir d'un jeu de mots que nous vous avons décerné ce prix, c'est en réalité pour 3 raisons. Ce que vous avez fait, ce que vous pouvez faire et ce que vous êtes. Ce que vous avez fait, c'est retourner une situation politique qui semblait désespérée. Après des législatives tsunami et des européennes rouleau compresseur, une victoire facile semblait promise à La République En Marche lors des élections municipales parisiennes. Le 28 juin dernier, vous avez pourtant remporté une victoire éclatante, parce que vous avez su rassembler et surtout dominer vos alliés et profiter de la division de vos adversaires. Aux uns comme aux autres, vous en avez fait voir de toutes les couleurs. La majorité présidentielle voyait la vie en rose et s'est mise à broyer du noir avant même le premier tour. La droite, elle, n'y a vu que du bleu au 2e tour. Et depuis votre victoire, les verts voient rouge. Ce que vous avez fait, au prix sans doute de quelques nuits blanches, c'est aussi tenir un cap clair durant 6 années, où beaucoup d'éléments se sont ligués contre vous. Le mandat a commencé, par exemple, avec une invasion de rats, et il se termine avec une épidémie de virus. Et entre les deux, il y a toujours une espèce en voie de disparition, les Vélib. Ce que vous pouvez faire, bien sûr, c'est désormais concourir à la présidentielle, et cela a pesé dans notre choix. Ou plutôt, prendre votre part à la présidentielle, comme vous aimez à le dire, un peu comme si la présidentielle était un gâteau à découper. Mais s'il faut parler pâtisserie, la gauche est plutôt en miettes. Et la réunifier ne sera pas de la tarte. Mais puisque vous ne sortez d'aucun moule, peut-être avez-vous une recette secrète. Votre stratégie ne serait-elle pas d'effectuer un tour de piste pour vous imposer comme présidentiable avant de quitter l'arène pour ne pas aggraver la zizanie et de prendre ainsi date pour 2027 ? Vous seriez alors auréolé de Jeux olympiques réussis qui auront consacré la renaissance internationale de Paris en 2024, suivi d'un passage de témoin harmonieux à Emmanuel Grégoire en 2026, enfin, si vous l'avez déconfiné d'ici là. Comme vous avez déjà obtenu cette année le prix de la personnalité politique, pas la peine de prendre des risques inutiles l'an prochain, attendez 2027 pour la présidentielle. Ce que vous êtes, enfin, et c'est le plus important, dépasse les jeux de pouvoir. À la ténacité d'une femme engagée en politique s'ajoute l'exemplarité d'un parcours qui montre ce que la République française offre à ceux qui se dévouent pour la servir, même et surtout s'ils ne sont pas nés sur son sol. Enfin, persuadé, non sans raison, que vous allez dans le sens de l'histoire, vous incarnez la constance d'un projet écologique et social, d'une vision de la ville harmonieuse mais vivable, une ville du XXIe siècle. Madame la maire et chère Anne Hidalgo, je suis ravi de vous remettre ce prix, car vous savez ce qu'un élu, qu'il soit maire ou président, doit dire à ses administrés. Comme Luz Casal, il doit dire
Piensa en mí cuando sufras, cuando llores. Merci beaucoup, cher Christophe Barbier, Monsieur le Président, et puis merci à l'ensemble du jury. C'est vrai que nous ne sommes pas nombreux et les circonstances expliquent le fait que nous soyons peu nombreux aujourd'hui, mais ça n'enlève rien à l'émotion qui est la mienne. Et je voudrais d'abord partager cette émotion, bien sûr, avec ma famille, ma maman, je pense à mon père qui n'est plus là, mais sans doute serait-il heureux de me voir et de m'entendre parce que je leur dois tellement. Et puis je dois aussi beaucoup à toute mon équipe qui m'accompagne et qui a su passer le cap de tempête, parce que c'est vrai, vous l'avez dit et je vous remercie, le mandat qui a été le mien de 2014 à 2016 a commencé avec beaucoup de tempêtes. Vous avez parlé des reins et la fin, le virus, mais il y a eu aussi bien sûr des événements tragiques, je pense aux attentats, je pense aussi aux manifestations où Paris a été souvent le théâtre de scènes d'affrontements où il a fallu être aux côtés des Parisiennes et des Parisiens. Et je veux remercier les Parisiennes et les Parisiens parce que si j'ai ce prix aujourd'hui, c'est parce qu'ils m'ont aussi accordé leur confiance. Alors c'est vrai, vous l'avez dit, cette expérience et l'expérience des tempêtes est quelque chose, je crois, qui fait partie aussi de ce qui forge des personnes ou des personnalités politiques. Et je pense que sans cette expérience-là, eh bien, on a du mal peut-être aussi à comprendre, à se mettre à la place de l'autre. Je pense que dans le rôle du politique, il y a la capacité, en tous les cas, on attend de nous qu'on soit capable de fixer un cap, d'avoir une vision, que ce soit clair, qu'on n'en change pas tous les matins, et que par ailleurs, on puisse aussi convaincre, trouver les mots, à la fois pour toucher, pour entraîner, pour embarquer, pour rassembler. Et pour un politique, ça passe bien sûr par tout ce qu'on peut avoir dans la tête, par son entourage, par ses conseillers, par ses lectures, par ceux qui nous inspirent. Et les sources d'inspiration sont extrêmement nombreuses, mais ça passe aussi bien sûr par une détermination et une volonté et une capacité à tenir dans ces tempêtes, pas de façon obstinée, en comprenant ce que ressentent nos concitoyens. Et je veux vraiment partir de ce ressenti de nos concitoyens. C'est ce qui doit vraiment aussi forger l'action, la pratique d'un responsable politique. Vous l'avez dit aussi, bien sûr, il y a ce contexte qui fait partie des arguments que vous avez évoqués pour me décerner ce prix, le contexte d'une année préélectorale, d'une année dans laquelle il va y avoir des grandes échéances pour le pays. Je l'ai dit, je le redis ici à votre micro, oui, je veux prendre toute ma part parce que je suis inquiète, je suis très inquiète comme beaucoup de nos concitoyens. Je suis inquiète de voir la possibilité pour notre pays un jour de se trouver gouverné par l'extrême droite et je ne me ferai jamais à cette possibilité-là. Donc je veux prendre ma part pour empêcher cette possibilité-là. Et comme il faut faire les choses de façon positive, je suis vraiment une optimiste, sinon je ne serais pas là d'ailleurs. Je n'aurais pas tenu dans la tempête, mais je crois qu'il faut aussi le faire avec les Français, avec les Françaises, et essayer de se redonner un cap, de se redonner quelque chose qui nous permette de nous projeter ensemble, et puis bien sûr de sortir de cette crise, cette énième crise, mais celle-ci qui dure, qui est cette crise sanitaire, avec toutes ses conséquences multiples. Le dernier point peut-être, vous avez dit le fait d'être une femme avec un parcours particulier. Oui, je suis née en Espagne. Oui, mes parents ont choisi la France parce que pour eux, c'était l'endroit où ils pouvaient donner à leurs filles, j'ai une sœur que je salue aussi d'ici, les possibilités d'accéder à l'éducation. Nous avons eu cette chance-là, j'ai eu cette chance-là. Et ce parcours-là m'a permis aussi d'être sensible à beaucoup d'expériences de vie. C'est vrai que
quand je croise dans les cercles parisiens, dans les cercles du pouvoir, des collègues ou des personnalités, souvent elles ont un parcours un peu monolithique. D'abord, ce sont des hommes en grande majorité. Il y a de plus en plus de femmes, mais pas forcément aux avant-postes et pas forcément dans la durée. Parce que c'est vrai quand même que ça fait 20 ans que je suis élue parisienne et que ces 20 ans sont 20 ans d'expérience qui m'ont permis aussi, au moment où ça tanguait autour de moi, de pouvoir tenir le cap. Sans cette expérience, je pense que je n'aurais pas eu ni les mêmes réflexes, ni les mêmes aptitudes. Et donc, une femme issue d'un parcours différent de celui qui anime en général les cercles de pouvoir, c'est quelque chose qui aussi m'importe. Et le dire ici, la chance que j'ai, c'est d'être devenue française par choix. Parce qu'effectivement, lorsque, à l'âge de 14 ans, mes parents, mon père en particulier, après avoir beaucoup discuté avec les enseignants qui lui conseillaient de devenir français pour nous, pour notre avenir, à ma sœur et à moi, mon père nous avait réunis, voilà, et nous avait dit, si on devient français, ce qu'il souhaitait vraiment profondément, il fallait qu'on le choisisse ensemble, tous les quatre dans la famille, et ça ne pouvait pas être les parents, les enfants séparément. Et on a fait le choix ensemble de devenir français. Donc je suis devenue française par choix. Et peut-être ça me donne ce recul qui permet à ceux qui font ce type de choix, et nous sommes très très nombreuses et nombreux, de comprendre les atouts et les valeurs et la force d'un pays comme le nôtre. Lorsque je discute avec mes amis en Espagne, qui dirigent l'Espagne, ils me disent souvent, tu sais, la France a une chance inouïe, c'est que son unité, en fait, elle tient à des valeurs. Pas à une tête couronnée, pas à quelque chose qui serait une incarnation du pouvoir, elle tient à des valeurs. Et ce sont les valeurs républicaines qui sont les valeurs de notre unité, et j'y suis très attachée. Bien sûr, ces valeurs, il faut en permanence les questionner. Est-ce qu'elles sont concrètement mises en œuvre ou pas? Ça fait partie aussi du travail que je veux faire et que je veux porter pour qu'on soit beaucoup plus dans la traduction réelle de l'égalité républicaine. Mais je pense que c'est aussi ce message-là que j'ai envie de porter. Et puis pour finir, sur une touche plus humoristique, vous avez fait référence à Monsieur le maire et Anne la maire. Souvent on me dit mais alors est-ce qu'il faut vous appeler Madame la maire ou Madame le maire? Et je réponds en général, vous savez, je ne suis pas la femme de Monsieur le maire, donc appelez-moi la maire. Donc voilà, merci beaucoup à vous, merci Christophe Barbier, et c'est un immense honneur, et j'essaierai bien sûr d'être digne de ce rôle de personnalité que vous m'avez décerné aujourd'hui. Merci infiniment. Monsieur le ministre de l'année, cher Bruno Le Maire, ne vous résignez pas, disiez-vous, titre du livre qui vous servira de déclaration de candidature à la présidentielle de 2017. On connaît la suite. Une déroute dans une primaire de la droite dont on pensait que l'issue vous chasserait des allées du pouvoir. L'humiliation semblait immense pour Bruno Le Renouveau, votre slogan de campagne. D'autant qu'un autre, Emmanuel Macron, au profil similaire, allait finalement gagner le Graal. Qu'avait-il de plus? Vous êtes beau joueur, mais je suis sûr que vous vous êtes posé la question, car Bruno Le Maire ne renoncera pas à son ambition de devenir le premier des Français. Ainsi vous êtes fait, ainsi votre éducation dans les meilleures écoles de la République vous a fait, ainsi vous respirez, premier sinon rien. On est vivant quand on court, avez-vous confié un jour. Vous courez toujours. Aujourd'hui, vous êtes ministre de l'année, et demain, si vous ne devenez pas président de la République, vous resterez, c'est certain, comme écrivain, statut que vous revendiquez déjà, fort de la dizaine de livres que vous avez écrits de votre plume alerte. De Gaulle, signalez-vous dans le dernier, L'Ange et la Bête, ne se reconnaissait de supérieur que les écrivains. Cela tombe bien, vous êtes fait du même bois que lui, car vous êtes gaulliste, étiquette,
affirmez-vous, qui ne consiste pas à défendre un héritage, mais à le renouveler sans cesse. Ce qui vous autorise à aller plus loin, plus fort, plus haut que votre maître, dont les mémoires étaient d'espoir, espoir déçu au royaume des lettres, interrompu par sa mort, quand les vôtres sont des mémoires provisoires, sous-entendu, mon histoire n'est pas finie. L'histoire que vous racontez, et que vous racontez, j'en suis persuadé, est qu'un jour, vous serez peut-être couronné du prix Nobel de littérature. Là, au moins, vous seriez le premier dirigeant politique en France à être sacré par l'Académie de Stockholm, autrement plus flatteuse que l'Académie française au rayonnement moins planétaire. De Gaulle, doublé par Churchill, en avait le rêve, mais c'est vous qui l'aurez réalisé pour l'éternité. À côté, l'Élysée, au rythme où vont les choses, c'est 5 ans, des emmerdements qui volent en escadrille, et fermez le banc au suivant. En attendant, vous êtes au gouvernement, mi-Saint-Simon, mi-Chateaubriand des temps modernes. Cela ne vous vaut pas que des amis, car vous pouvez être aussi indiscret que le premier et aussi orgueilleux que le second. C'est un dédoublement pascalien, vous êtes un ministre qui agit et un écrivain qui regarde le ministre agir. Chez vous, on l'aura compris, littérature et politique ne font qu'un, et vous les conciliez avec talent. Après des années de domination de l'économie sur la politique, le virus qui affole le monde vous permet de redonner du pouvoir à la politique sur l'économie. C'est beaucoup plus noble, plus humain, moins statistique. La crise sanitaire vous a enfin permis de vous distinguer. Ministre de l'économie, vous aidez, vous prêtez, vous protégez sans hésiter, et quoi qu'il en coûte. Cette générosité rend populaire dans un pays biberonné aux mamelles de l'État, quand votre homologue de la santé est obligé de naviguer au gré de l'actualité, sous le feu des critiques répétées. Un jour, les Français régleront la facture, elle sera salée, mais par la prose, vous conjurerez l'histoire pour vous l'approprier. C'est votre avantage sur vos pairs, dont l'esprit technocratique les empêche d'avoir le sens du récit. Écrire ou agir? Certains pensent qu'il vous faudra un jour choisir. Pas du tout. Julien Gracq a brillé par son style et sa pertinence en lisant et en écrivant. Titre de l'un de ses plus beaux livres, vous vous êtes fait pour vivre en gouvernant et en écrivant. Continuez, car c'est ainsi que vous donnez du sens à votre action. N'avez-vous pas déclaré à un confrère qu'écrire revient à s'efforcer de faire coïncider le mot et la chose? C'est de la sorte que vous inscrirez peut-être aussi un jour votre œuvre dans les pas de vos modèles, Saint-Simon, Chateaubriand ou rien. Bravo. Alors, je convie à cette estrade M. BKI Consulting, qui est partenaire du prix. Et je demande à son président, M. Éric Flamand, de vous accompagner pour vous remettre le diplôme. Très bien, merci. Monsieur le ministre, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, disait Paul Éluard. Nul doute que vous aviez rendez-vous avec le ministère de l'Économie et des Finances. Et pas que de l'économie, si j'ai bien lu votre livre, avec un décret rectificatif à l'occasion de votre première nomination. Vous aviez peut-être imaginé dans votre parcours politique de recevoir un jour le prix du trombinoscope, mais certainement pas devant une salle quasi vide, masquée. Vous écrivez dans votre livre « Pour un responsable politique, il n'y a pas de plus grande chance ni de plus grand honneur que d'affronter la réalité. Cette dernière a certainement dépassé votre imaginaire. C'est votre action, fruit de votre intuition et de votre expérience pendant toute cette année folle de 2020 et cette crise économique inégalée depuis 1929 qui a été reconnue aujourd'hui par le jury en vous choisissant comme ministre de l'année. Saluons ainsi votre détermination et votre action pour soutenir l'économie, organiser et reconstruire l'avenir, notamment avec les plans nationaux, français et européens. C'est donc avec un très grand plaisir que nous vous remettons ce prix. Et nous y ajoutons une petite touche personnelle, Monsieur le Ministre, un petit ouvrage que nous avions rédigé et écrit pour le transfert de Jean Monnet au Panthéon, qui a été commissaire général au plan, donc qui a reconstruit la France, et qui s'appelle « Clé pour l'action
Je pense que ceci vous touchera tout particulièrement au vu de vos dernières écritures que n'a pas manqué de soulever notre ami. Voilà. Merci beaucoup. C'est une petite lecture, mais ça ne vous fera pas peur. Bien, je voulais simplement vous remercier de m'avoir remis cette distinction et remercier d'abord Yves Tréhard pour ses mots. Parce que je ne sais pas si les fonctions ministérielles ou l'écriture demandent des qualités, mais je sais que le journalisme demande des qualités que Yves Tréhard a particulièrement, d'autres journalistes qui sont présents aussi dans la salle, le sens de la formule, la vivacité, l'humour. Donc je veux te remercier, cher Yves, pour les propos que tu as tenus, qui me touchent beaucoup et qui sont particulièrement bien sentis, comme toujours avec toi. C'est la troisième fois que je viens à cette tribune pour un prix du trombinoscope. La première fois, c'était pour recevoir le prix au nom de Nicolas Sarkozy, président de la République, qui avait été distingué comme Européen de l'année. Et j'étais venu le recevoir en son nom comme responsable des affaires européennes. Au passage, je suis très heureux que vous ayez distingué Angela Merkel comme Européenne de l'année. Elle le mérite largement. Je renvoie au portrait que j'ai fait d'elle dans mon livre, qui montre toute l'admiration que j'ai pour ce personnage public et pour son engagement au service de l'Allemagne et au service de l'Union européenne. La deuxième fois, je l'avais reçu comme jeune espoir politique de l'année. J'avais 44 ans, comme quoi on peut attendre d'avoir 44 ans en politique pour être un jeune espoir. C'est tout l'avantage de ce métier qui n'en finit jamais de durer. Donc ce n'est pas forcément une mauvaise chose. La troisième fois, c'est comme ministre de l'année, et je voudrais juste changer un tout petit peu le titre de l'intitulé. Dans le fond, ce n'est pas le ministre de l'année que vous récompensez, c'est le ministère de l'année. Parce que dans le fond, ce n'est pas mon action qui mérite d'être reconnue, c'est vraiment l'action du ministère de l'économie et des finances, qui a été exemplaire d'agilité, de rapidité, de solidité dans cette crise. Et pour quelqu'un qui aime l'histoire, qui est très attaché à la manière dont notre État est construit, notre nation est construite, je dis très souvent à un certain nombre de personnes qui sont présentes dans cette pièce que les deux épines dorsales de l'État français, ce sont les finances et les armées. Et que c'est vrai depuis la monarchie absolue. Eh bien, j'estime que quelques siècles plus tard, les finances ont apporté la preuve que dans une période de tourmente comme on n'en a pas connue depuis 1929 ou depuis 1945, quand il fallait verser des aides à des millions d'entreprises, quand il fallait débloquer en 48 heures 130 milliards d'euros de prêts participatifs, quand il fallait inventer en moins d'une semaine un fonds de solidarité pour des centaines de milliers d'indépendants et verser 3 semaines plus tard 1 500 € à chacun, quand il fallait adapter les dispositifs en permanence pour s'assurer que ça couvrait absolument toutes les situations, du bar qui est en même temps tabac et qui délivre la presse et qui donc a des activités qui sont certaines fermées, d'autres pas fermées, en passant par le fleuriste ou la salle de sport qui a plusieurs salles, ou le restaurateur qui a plusieurs restaurants, ou l'hôtelier qui est en son nom propre ou qui ne l'est pas. À chaque fois, les finances ont répondu présent. Et depuis 14 mois, je touche du bois, que nous gérons cette crise. Il y a eu quelques accros, bien entendu, mais dans le fond, il n'y a eu aucun incident majeur. Et quand je regarde dans les autres pays européens, il y a eu des incidents majeurs, il y a eu des difficultés parce que les aides n'arrivaient pas, parce que le soutien financier n'arrivait pas à des secteurs qui étaient durement touchés par la crise. Et donc ce prix, vraiment, je vous le dis, ce n'est pas le prix du ministre de l'année, c'est le prix du ministère de l'année. Le ministère de l'économie et des finances a été exemplaire de réactivité et d'efficacité dans cette crise économique. Et j'y associerai évidemment tous les secteurs qui ont travaillé avec nous. Tous les secteurs que j'ai reçus chaque semaine, que je continue à recevoir chaque semaine, de l'aéronautique à l'automobile, en passant par la grande distribution, jusqu'aux artisans ou aux indépendants, nous avons agi collectivement. Donc c'est un prix collectif. Parce que la solution pour notre pays, maintenant que nous entrons dans la phase de relance et que j'espère que la protection, nous pourrons progressivement la laisser derrière nous, nous ne réussirons la relance comme nous avons réussi
la protection de l'économie que collectivement. Il n'y a pas de solution individuelle. Et aucun ministre, je préfère le dire tout de suite, n'a de baguette magique. Soit il est capable d'entraîner avec lui tous les acteurs économiques, de la banque à l'assurance, en passant par l'artisan, l'indépendant, la très grande entreprise structurante, stratégique, et la plus petite entreprise sur les territoires. Et dans ce cas-là, ce que je crois profondément, nous montrerons que l'économie française a des capacités de rebond exceptionnelles, et nous surprendrons l'Union européenne par la vivacité de la relance française. Je crois que ce sera le cas. Soit chacun se tire dans les pattes et essaye de se débrouiller tout seul, et nous n'y arriverons pas. Donc je souhaite que ce ministère, qui a été totalement engagé dans la protection pendant la crise, soit maintenant totalement engagé dans la relance et le soit collectivement, et que ce prix soit une incitation à continuer à travailler de manière collective au service de la France et des Français. Un tout dernier mot plus personnel sur écrire ou agir. C'est vrai, cher Yves, on se connaît depuis très longtemps, d'autres ici également, que c'est une question que je me suis longtemps posée. Dans le fond, est-ce qu'il faut écrire? Est-ce qu'il faut agir? Est-ce qu'il faut choisir entre écrire ou agir? Ma réponse est qu'il faut conjuguer l'écriture et l'action. Il y a des personnes qui se dévouent entièrement à l'écriture, d'autres qui se dévouent entièrement à l'action, et puis d'autres qui conjuguent l'écriture et l'action, qui trouvent du sens à leur action dans l'écriture et qui trouvent la nourriture de leur écriture dans l'action. Je pense que je fais partie de ce genre de personnes. Je vais vous révéler quelque chose. Hier, j'ai déjeuné justement avec un prix Nobel de littérature, avec Peter Handke. Et un des éléments de discussion que nous avons eu, c'est que lui vous explique qu'aucun de ses livres n'est inspiré de faits qu'il a vécus ou de choses concrètes. Tout est imaginaire, tout est épique, tout est poétique, et qu'il trouve dans ses rencontres avec la poésie et l'imaginaire le sel de son écriture. Et je dis, moi, dans le fond, c'est assez différent. Je trouve le sel de mon écriture dans le sel de mon action, et les deux font une vie épicée. Et c'est bien, les vies épicées. Merci à tous. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bonsoir à votre équipe aussi. Quand vous êtes arrivé dans vos fonctions, on vous donnait, les plus optimistes au sein de la Macronie, allez, on va dire 3 petites semaines maximum, avant d'exploser en vol, de claquer la porte du gouvernement, parce que, entendait-on, vous connaissez ça par cœur, les greffes de personnalités issues de la société civile, ça ne fonctionne pas. Alors vous, forcément, l'avocat médiatique, habitué des coups de gueule, l'écorché vif, l'ogre du Nord, acquittator, ça ne pouvait pas fonctionner, ça ne pouvait pas durer. Et tout le monde nous disait, mais qu'est-ce qu'il va foutre dans cette galère Dupond-Moretti? Qu'est-ce qu'il va faire au milieu de cette start-up nation au costard gris avec les 3 smartphones et des AirPods dans les oreilles? Vous qui confessez volontiers des goûts assez ringards, qui aimez la chasse aux rapaces, qui aimez par exemple Serge Lama, Georges Brassens, dont je crois que vous avez un vinyle, un vieux 33 tours dans votre bureau, jusqu'à ce chien, il faudra nous expliquer, Monsieur le Ministre, un teckel à poil court que vous avez adopté au ministère et que vous avez rebaptisé Jean-Claude. Quand vous êtes arrivé pour votre premier Conseil des ministres, vos sympathiques collègues du gouvernement nous expliquaient à nous, journalistes, on va au spectacle, on veut voir la bête, on veut le voir écumant de rage, avec la fumée sortant des oreilles, des naseaux, faisant de grands moulinets de bras. Eh bien, ils ont été assez déçus. Parce que, comme vous le dites souvent, vous avez à cœur, en tant que petit Français de sang mêlé, c'est les mots que vous avez utilisés, en tant que fils d'une femme de ménage, d'un père ouvrier que vous n'avez peu ou pas connu, vous avez à cœur de rendre à la République un peu, beaucoup de ce qu'elle vous a donné. Et lorsque vous êtes arrivé sur le perron de l'Élysée, vous êtes apparu avec cette cravate sagement nouée qu'on ne vous connaissait pas. Vous vous êtes installé autour de la table du Conseil des ministres, attentif, studieux, au point qu'un sympathique collègue du gouvernement a eu cette formule que vous connaissez, un peu vacharde, on aurait dit King Kong en laisse. Depuis que vous êtes en fonction, vous avez à cœur de montrer que vous n'êtes pas une prise de guerre d'un casting gouvernemental, que vous n'êtes pas venu faire de la figuration en attendant gentiment l'heure de la retraite. Les parlementaires qui ont appris à vous connaître, à vous découvrir, disent de vous que vous êtes venu pour bouffer du texte, c'est le terme qu'ils utilisent, pour remettre un peu de bon sens, ça ce sont vos mots, dans une institution qui s'est petit à petit coupée des citoyens. Et de ce point de vue-là,
on peut reconnaître à Emmanuel Macron, qui n'a pas forcément toujours été le meilleur DRH de la Ve République, d'avoir eu pas mal de flair, d'aller vous chercher après la crise des Gilets jaunes pour essayer de réconcilier un peu les Français avec une justice dont ils ont beaucoup trop souvent l'impression qu'elle marche un peu sur la tête. Et vous avez, à l'instar d'une Roselyne Bachelot, votre collègue ministre de la Culture, je crois que vous entendez assez bien d'ailleurs, sauf erreur de ma part, quelque chose qui a beaucoup manqué au début du quinquennat, c'est une fibre populaire. Et c'est en ce sens qu'on a souhaité, ça nous est apparu comme une évidence, vous remettre le prix de la révélation politique de l'année, parce que vous faites sans doute partie de ceux qui peuvent contribuer à combler un peu cette défiance qui s'est creusée avec les institutions, même si à titre personnel, vous avez encore un petit peu de chemin, il faut le dire, en matière de défiance avec les magistrats. On vous donne donc 3 semaines. Ça fait 8 mois que vous êtes là, avec un joli bébé qui arrive probablement au Parlement cet été. Comme dirait Claude Lelouch, votre ami, avec qui vous avez parfois tourné, jusqu'ici, vous avez plutôt crevé l'écran. C'est à vous. C'est un moment très émouvant pour moi. Il paraît que je suis une révélation. Je me suis enthousiasmé à cette idée. Il faut dire que mon ego fragile attendait une caresse furtive. J'ai écrit des livres, je n'ai pas reçu le prix Goncourt. Fait du théâtre, je n'ai pas reçu de Molière. Fait du cinéma, je n'ai pas été proposé au César. Et je me suis dit, mais alors c'est merveilleux, révélation. Et puis, mon enthousiasme a été de courte durée. Qu'est-ce que ça signifie, une révélation? J'en sais rien. Et qu'est-ce que ça révèle? Alors, moi, je vais vous parler de ce que ce ministère m'a révélé. D'abord, j'ai rencontré les journalistes de la presse politique. Je connaissais la presse Jus et je suis passé à la presse Paul. On me demandait s'il y avait une connexité entre les dispositions des articles 122-3 du Code pénal et celles de je ne sais quel autre code. Et maintenant, on me pose de vraies questions. La viande dans les cantines scolaires, les sapins de Noël à Bordeaux. Et puis j'ai découvert les vertus du off. J'ai su enfin ce que signifiait « nous apprenons de sources sûres », souvent anonymes d'ailleurs. King Kong en laisse, par exemple, je connais l'auteur maintenant. Ouais, j'ai fait beaucoup de recherches, je dois vous le dire. Et pour répondre à votre insatiable curiosité de journaliste, pourquoi Jean-Claude? Parce que dans ma vie antérieure, mon copain de chasse s'appelait Jean-Claude. Il s'appelle toujours Jean-Claude d'ailleurs. Et comme il n'y a plus de chasse et plus de copains de chasse, il me reste le chien. Et donc, voilà, je lui ai rendu cette synégétique hommage et il se prénomme donc Jean-Claude, ce qui ne lasse pas d'étonner. 8 mois dans 3 jours, le double, voire le triple de ce que certains d'entre vous avaient misé au fond sur moi. On m'a donné quelques semaines, et puis j'étais ingérable, on allait me virer, je me renierais, je partirais. On ne m'a pas viré, enfin, pas encore, et je n'ai pas du tout le sentiment de m'être renié, pas un seul instant. Bon, d'Acquitator, je suis devenu King Kong, vous l'avez rappelé, en laisse tout de même, en guise de cravate. D'Acquitator, je suis passé à Ministrator, pourquoi pas, ça fait pas de mal. Et puis King Kong, voyez-vous, et ça m'avait beaucoup affecté, je vous en fais la confidence, ce moment est merveilleux, convivial. J'ai même lu qu'il était entouré de nobody. Nobody. Alors ces nobody, sont les gens qui, pour partie, sont autour de moi, que je remercie tous les jours, et grâce à qui j'essaie de travailler au mieux. Nobody, ils ont pour moi un nom, naturellement, et ils font un travail incroyable. Puis enfin, pour faire bref, parce qu'il faut être bref, je me suis penché sur la liste de mes illustres prédécesseurs. Figurez-vous que je me suis rendu compte que le président de la République avait par 2 fois reçu ce prix que j'ai l'honneur de recevoir ce soir. Et soyez certains
puisque 2 fois ça conduit inéluctablement à l'Élysée, que je me contenterai d'une seule remise de prix. Merci beaucoup. Il arrive que les journaux aient du pif. Et je ne dis pas cela pour vous taquiner, Patrick Mignola, vous qui êtes l'heureux lauréat de ce titre de député de l'année 2020, qui, quand vous avez été à votre tour rattrapé par ce maudit virus, avait peut-être dû souffrir d'anosmie. En décembre 1999, peut-être cela rappellera-t-il des souvenirs à M. Bayrou que je salue, pour son dernier numéro du siècle, Le Point consacre sa une à 100 Français qui feront l'an 2000. Parmi ceux-ci, on trouve Manuel Valls, Hélène Darroze, Martin Hirsch, Karine Viard, et puis vous. Voilà ce qu'on pouvait lire à l'époque à votre sujet. En 2001, selon toute probabilité, il succédera à celui qui lui a donné le goût de la politique, l'ancien sénateur Jean Blanc à la mairie de la Ravoire en Savoie. Patrick Mignola, déjà conseiller général, renforcera ainsi son expérience d'élu de terrain. Les arcanes de la vie politique parisienne, ce diplômé de Sciences Po les connaît déjà bien. Patrick Mignola, vous avez alors 28 ans, le centre droit est votre famille depuis toujours. Après vous être engagé aux côtés de François Léotard, vous êtes devenu depuis 1998 un fantassin de François Bayrou. Il arrive aussi que les jurys aient du nez, et je ne dis pas cela pour être en odeur de sainteté auprès de notre président bien-aimé Christophe Barbier. Quand nous avons décidé de vous récompenser, c'était pour saluer votre talent en matière d'extension du domaine de la majorité. Depuis juin 2017, vous siégez effectivement dans cette noble maison en tant que représentant de la 4e circonscription de vos terres montagneuses. 15 mois plus tard, vous êtes devenu président du groupe Modem de l'Assemblée à la place de votre poteau, Marc Fesneau, promu au gouvernement. À ce titre, chaque mardi, vous débarquez à la table du Premier ministre pour le rituel petit déjeuner de la majorité. Vous vous asseyez régulièrement à celle du président pour le dîner. Vous devenez un rouage de la Macronie, et cela se remarque. Mignolette, comme vous surnomment vos copains centristes, il boit, il fume, et qu'est-ce qu'il cause? Mais rassurez-vous, ce n'est pas un journaliste qui va s'en plaindre. Lorsque vous prenez les rênes centristes, vos troupes sont alors au nombre de 46. 14 mois plus tard, vous voilà 59. Car cet été, vous êtes parti en chasse en décidant d'élargir votre bercail et d'y accueillir des députés d'autres groupes qui, il est vrai, ces derniers mois, ont poussé comme des champignons au Palais Bourbon. L'initiative défrise certains de vos partenaires. L'objectif n'est pas de faire du débauchage, mais d'élargir la majorité, expliquez-vous. Mission réussie, celle-ci compte désormais sur le papier plus de voix qu'à ses origines, un phénomène rare au cours d'un mandat présidentiel. On y compte d'habitude plutôt des frondeurs que des soudeurs. Depuis, vous avez enfourché un autre cheval de bataille qui vous vaudra peut-être, qui sait, d'être de nouveau distingué l'année prochaine. Avec François Bayrou, vous tentez d'imposer la proportionnelle en vue des législatives de juin 2022. Une conviction centriste de longue date. C'est d'ailleurs pour nous l'occasion de vous exprimer une pensée affectueuse après la disparition de Marielle de Sarnez. Une évolution qui pourrait bouleverser les institutions de la Ve République. Gagnerez-vous ce combat-là ? Pour l'instant, rien ne vous arrête, puisqu'Emmanuel Macron ne vous a pas rappelé à l'ordre. Contrairement à ce que fit un certain Édouard Balladur, lui, au soir de sa défaite au premier tour de la présidentielle de 1995. Ardent supporter à l'époque de ces derniers, vous faisiez, si je suis bien informé, partie de ceux qui avaient hué lorsque l'ancien Premier ministre avait appelé à voter pour Jacques Chirac. Et oui, c'est notamment à vous, Patrick Mignola, éternel agitateur, qu'il s'adressait lorsqu'il a lancé son célébrissime « Je vous demande de vous arrêter ». Merci, cher Ludovic, Monsieur le Président du jury, l'ensemble des membres du jury, de la presse, celles et ceux qui sont ici, le trombinoscope évidemment, pour ces mots fort bien documentés, et comme de toute façon je ne me permets jamais de contester, quels que soient les propos qui soient tenus, ce qui est dit par un journaliste, je ne pourrais qu'y souscrire. Je vais vous adresser évidemment des remerciements au nom de ce groupe Modem que j'ai l'honneur de présider, puisque vous lui faites l'honneur, vous nous faites l'honneur à tous de nous remettre 2 prix en 3 ans, puisque Marc Fesneau était ici même il y a 2 ans, et désormais c'est un autre président de groupe Modem, et je regarde François, qui sait ce que sont ses soutiers, ses bédouins, ses compagnons de route et ses nouveaux arrivants, qui incarnent cette famille politique. J'ai évidemment une pensée pour la Savoie, parce que, à ma connaissance, lors de cette belle cérémonie
Il n'y avait jamais eu de député savoyard qui avait été distingué. Et donc, c'est une façon de penser à mes terres. Et puis, je voudrais dire un mot de politique, parce qu'il y a ici deux personnes qui furent mes maîtres, Michel Mercier et Bernard Louis-II, qui m'ont beaucoup appris, et dit-on, m'ont appris à être habile. Mais ils m'ont surtout appris que l'habileté n'était pas une fin en soi, que l'habileté devait être mise au service de l'intérêt général, de convictions profondes et de quelques combats qu'on s'honore à mener. Et vous avez fait référence à la proportionnelle. Évidemment que les choses sont difficiles, mais les seuls combats qu'on perd sont ceux qu'on ne mène pas. Et donc, sans y revenir de trop, parce que vous m'avez laissé 3 minutes, je voudrais juste vous dire qu'il y a ici, dans ces élus de la République réunis en Assemblée nationale, des talents, des convictions, pas seulement des polémiques. Il y a des femmes et des hommes qui sont amoureux de leur pays, qui ont des convictions ancrées, et il faut respecter la démocratie représentative. Moi, je crois à l'itération entre démocratie représentative et démocratie participative, mais je sais qu'un pouvoir n'est fort, qu'un exécutif n'est fort, qu'un gouvernement n'est fort que si le Parlement l'est également. Et c'est le combat de la proportionnelle. Nous devons mieux ressembler à notre pays. Nous devons être plus forts dans le contrôle du gouvernement, dans les moments, comme dans l'année qui vient de s'écouler, où on sent quelques défaillances dans la décision, dans la chaîne de décision politico-administrative. Et puis il n'est pas interdit aussi de répondre à la dernière polémique en date sur la une de Libé. Vous savez, on dit toujours que dans une élection, au premier tour, on choisit, au deuxième tour, on élimine. Et moi, je crois que les Françaises et les Français en ont assez d'éliminer, que ça ne leur suffit plus. Et qu'au fond, s'ils savent que s'ils doivent éliminer, encore une fois, à l'élection présidentielle, ils auront l'occasion aux élections législatives de faire en sorte que leur voix compte, alors on changera un peu le visage de la démocratie et on leur donnera un peu plus envie de voter. Au fond, qu'est-ce qu'on dit quand on défend la proportionnelle ? On dit qu'une majorité, même large, même couronnée par le suffrage universel, elle se donne pour devoir de travailler avec les autres. Parce qu'on sait bien que, même large, au bout de 12 à 18 mois, toute majorité se grippe, toute décision s'empêche, parce qu'elle rencontre le pays réel, parce que le pays réel n'est pas suffisamment représenté à l'Assemblée nationale. Et c'est ça le combat que nous devons mener pour les mois, les années qui viennent. Alors, pour terminer, je dirais simplement 2 noms. Un merci à Odile, qui un jour m'a réincité à faire de la politique, puisque, ayant commencé très jeune, je m'étais mis à la retraite très jeune. Et un merci à Géraldine, qui a fait en sorte que ce retour en politique puisse être parfois, parce que souvent la politique s'est allée d'échec en échec au cours desquels on apprend, et c'est quand on a beaucoup perdu qu'on apprécie les victoires, qui a permis de faire en sorte que parfois ce retour en politique soit couronné de succès. Je vous remercie. Sénatrice de l'année, Nathalie Delattre fait partie de ces élus, de ces responsables politiques qui croient viscéralement, réellement, et mettent en avant le travail transpartisan. La meilleure preuve a été un travail exceptionnel, il faut bien le dire, profond, de longue haleine, sur une commission d'enquête ô combien importante, sur un sujet ô combien sensible contre la radicalisation islamique. C'est un travail mené de concert avec aussi notre sénatrice, la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio, comme quoi les différences politiques, les différentes étiquettes politiques n'entrent pas en compte. Et ça, c'est le plus important, parce que le combat, finalement, évidemment, est pour la République et pour la France. Mais Nathalie Delattre a aussi beaucoup d'autres combats. La Girondine s'est beaucoup impliquée lors de la pénurie de masques pour faire face à l'épidémie. Elle est montée au front pour prendre et comprendre les ressorts de cette situation de manque, n'hésitant pas à demander des comptes tous azimuts, aux politiques comme aux chaînes de grande distribution, et il faut le faire, très attachée au sérieux du travail parlementaire. Elle a vraiment milité
militer pour une commission d'enquête sur ce sujet sans toutefois, c'est très important, tomber dans les travers de la politique politicienne consistant à se servir d'une commission pour attaquer le gouvernement. Non, une commission, c'est au service des citoyens et de la vérité. Alors cette propension à se tenir les plus éloignés possible des petites polémiques est un point commun peut-être aux sénateurs au Sénat, et puis être capable aussi et surtout de mettre le fer dans la plaie au nom de la vérité. Et puis en cette période de pandémie, où les restaurants sont fermés, où les bars sont fermés, où les cafés sont fermés, où l'art de vivre à la française est mis entre parenthèses, eh bien je voudrais souligner aussi l'amatrice de vin que vous êtes, et vous êtes devenue viticultrice par choix, je crois, avec votre mari dans un magnifique domaine viticole. C'est en plein cœur de l'AOC Cadillac Côte de Bordeaux, et ça fait rêver rien que de l'évoquer. Et je trouve que c'est très important, Madame la sénatrice, parce que vous avez le travail que l'on connaît, mais il y a aussi une passion qui est un attachement, parce que vous êtes un précieux porte-voix pour une filière qui en a bien besoin, pour notre terroir, pour nos territoires, pour notre identité. Et cette identité, elle est constitutive des paysages. Ce sont les paysages de France, c'est l'âme de la France, c'est aussi un certain esprit français qui n'est pas du tout une nostalgie, et vous nous le rappelez justement par votre attachement à cette terre bordelaise, à cette terre française, mais au contraire, c'est un enracinement d'avenir pour une filière, pour beaucoup de jeunes, et puis pour le pays. Merci pour tout cela, et donc on est honoré de vous justement remettre le prix, si je puis dire, ou la récompense de la sénatrice de l'année 2020, que je vais vous chercher immédiatement. Écoutez, merci de vos propos très élogieux, qui me touchent particulièrement, et de l'honneur que vous me faites. Je suis sénatrice depuis presque 3 ans et demi maintenant, et c'est vrai que j'ai un attachement viscéral à nos institutions, à ce bicamérisme, et au travail que nous pouvons porter tous ensemble, de façon transpartisane, comme vous l'avez rappelé, au nom et au service de notre République. Une République qui fait l'objet de nombreuses attaques, et c'est vrai que la commission d'enquête sur la radicalisation islamiste nous a permis de porter notre conviction qu'une poignée d'individus cherche à déstabiliser notre société en faisant d'une norme religieuse un diktat, en tout cas en mettant cette norme religieuse au-dessus des lois de la République. Il était important, en tout cas, je ne pouvais pas me taire. Cela fait longtemps que je porte ce combat, puisque je suis secrétaire générale du mouvement radical. Pour nous, la laïcité est notre ADN, puisque nous sommes à l'origine de la loi de 1905, celle de 1901, voir effectivement certains individus la provoquer, déstabiliser notre société, était important que nous puissions, en tout cas cela me tenait à cœur, que je puisse le dénoncer à travers cette commission d'enquête. Et c'est vrai, je dois vous dire merci aux journalistes, parce que ne plus être dans le déni, ne pas accompagner ce déni politique, universitaire, qui s'est fait état depuis de nombreuses années, eh bien, il faut que, quand nous dénonçons, il faut que de l'autre côté, il puisse y avoir des entendants. Et vous nous avez entendus, vous nous avez relayés, parce que vous avez suivi le sérieux de notre commission d'enquête. Plus de 70 personnes auditionnées, 60 heures d'audition, des preuves et des propositions fortes. Et c'est vrai qu'à travers vous, nous avons pu faire état de nos convictions en la matière. Et je pense que c'est ce qui aussi a permis à Emmanuel Macron d'être beaucoup plus offensif dans sa visite à Strasbourg et aller beaucoup plus loin qu'il ne l'avait peut-être pressenti au départ, parce qu'il y avait cette commission d'enquête qui le tannait, entre guillemets, pour avoir des propos forts. Et aujourd'hui, eh bien, c'est une jolie récompense à un moment où on a eu une nouvelle quand même assez dramatique ce matin, puisque nous avons eu le sondage de la LICRA qui fait état de l'état de pensée de nos lycéens, où la moitié des lycéens pensent que le fait religieux doit s'établir dans l'école laïque
de la République, qu'il, effectivement, peut être ostensible, enfin une remise en cause de nos principes républicains forts. Je trouve cela triste. C'est pour ça que j'ai une pensée aussi pour la ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Vidal, que ses propos ont pu déranger, mais on voit bien qu'effectivement, nous avons des problématiques à l'université et qu'aujourd'hui, parce que le déni a été là et a perduré pendant des années, il est aujourd'hui très prégnant dans l'université et très discrètement, il s'est infusé au niveau des lycées. Et effectivement, ce n'est pas surprenant de retrouver ce sondage, mais il va falloir prendre des mesures très fortes pour combattre cet état de fait. Et encore une fois, cette radicalisation islamiste qui est très problématique dans notre devenir de société. Donc merci encore pour vos encouragements et comptez sur nous, comptez sur moi pour continuer ce combat qui m'est cher. Merci. Permettez-moi, pour le prix de la sénatrice de l'année, une courte introduction importante, puisqu'une autre pandémie menace depuis des années malheureusement nos sociétés, contagieuse, insidieuse. L'épidémie de l'islamisme, de l'islam politique, de l'islam radical n'épargne malheureusement personne et frappe sans distinction d'âge ou de religion, alors que des pseudo-experts ont voulu parfois réduire ce virus idéologique, et bien d'autres que l'on pourrait qualifier de lanceurs d'alerte dans ce domaine, autant au contraire qualifier le véritable visage, c'est-à-dire un virus d'essence purement idéologique et mortifère. Refusant l'aveuglement et le déni, ces lanceurs d'alerte sont de véritables combattants, et souvent d'ailleurs des combattantes des temps modernes. Et parmi elles évidemment, la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio, dont on peut souligner le travail et la ténacité, qui méritent le respect. Elle a méthodiquement auditionné différents acteurs et interlocuteurs, justement lors d'une mission importante au Sénat, pour appréhender ce sujet dans toute sa complexité, souvent victime d'intimidation et parfois même de menaces précises, de menaces circonstanciées. Eh bien, elle a conduit cette mission, d'ailleurs avec la sénatrice Madame Delattre, sans se soucier des vents contraires. Il faut dire que l'enjeu est primordial. Il s'agit ni plus ni moins de laisser prospérer un projet de déstabilisation de la société via une norme religieuse qui se place au-dessus de nos lois et les lois de la République. Alors, je voudrais insister sur cela parce qu'il ne faut pas avoir de pudeur à dire que le courage ici se conjugue vraiment au féminin, avec Jacqueline Eustache-Brinio comme une combattante du quotidien. Elle ne laisse rien passer, loin de s'abriter derrière les murs épais, parfois du Sénat, et parfois un confort qui peut paraître anesthésiant du lieu. Eh bien, elle porte au contraire le fer dans la plaie pour révéler la noirceur du projet islamiste. Et trop souvent, nous avons tendance, nous, parfois journalistes, à tomber à bras raccourcis sur le travail, sur l'action des politiques de nos élus. Alors surtout, il ne faut pas bouder le plaisir et l'intérêt quand il s'agit au contraire de souligner un véritable travail de fond au service des citoyens, au service de la vérité, au service évidemment de la République. Ex-maire de Saint-Gratien, devenue sénatrice LR du Val d'Oise, elle est avant tout, Jacqueline Eustache-Brinio, une républicaine au sens premier et noble du terme. C'est grâce à elle, par exemple, je voudrais insister sur ce point, que la manifestation de soutien aux tueurs de la préfecture de police de Paris a été interdite à Gonesse. Et ne lui parlez surtout pas de communauté. Elle qui porte haut une seule communauté, la communauté nationale, un seul drapeau, celui de la France et celui de la laïcité. Elle se présente, et c'est une résistante, il faut oser le mot, face à ceux qui minent notre pacte républicain. Elle n'hésite pas à leur faire face, comme ce jour de juin 2020, lorsqu'une trentaine d'individus viennent la menacer jusqu'à devant son domicile pour avoir empêché la tenue de matchs de football clandestins entre les quartiers. Bref, Jacqueline Eustache-Brinio ne fait pas de quartier et elle mérite vraiment amplement ce prix de la sénatrice de l'année 2020. Merci, Madame la sénatrice. On va vous remettre, je me permets de vous remettre avec plaisir votre prix. D'abord, je voulais remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé, membres du jury, à ce prix qui m'est remis aujourd'hui. Je voulais, Sonia, vous remercier infiniment de tout ce que vous avez dit. Évidemment, je me suis retrouvée dans vos propos. Et je voulais dire que ce combat que je le mène parce que je suis une petite fille de la République, je n'oublie pas d'où je viens. Je me suis engagée en politique jeune, j'avais 18 ans, un peu à contre-courant,
Parce que quand j'étais lycéenne, être lycéenne et s'engager à droite, c'était pas très commun, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est probablement parce que mes parents m'ont transmis un certain nombre de valeurs que je suis là aujourd'hui. Mais je veux dire, ce combat que je mène aujourd'hui, plus que jamais, je le mène parce que je pense que notre pays est tellement fabuleux, notre pays offre tellement de choses à tous celles et tous ceux qui ont la chance de venir, soit de venir vivre ici, soit d'être nés ici, que je ne supporte pas qu'on l'abîme. Vraiment, c'est ce qui me mène tous les jours. Alors évidemment, mon combat est parfois un peu atypique dans sa forme, parce qu'on me dit que j'ai beaucoup de courage, certes, mais j'ai été parfois un peu seule aussi. Mais c'est pas grave, je pense que quand on lit l'article de ce matin du Point qui pose question sur la laïcité, on se dit que le combat que nous menons, il est loin d'être gagné. Et quand je le fais, je pense aux élèves que j'ai croisés pendant 25 ans dans un lycée professionnel d'Argenteuil, auquel tous les jours j'essayais de donner l'essentiel, le respect que nous devons avoir les uns envers les autres, et le fait d'avancer, même si la vie n'est pas facile, parce que la vie n'est jamais simple, mais que nous ne sommes pas là pour un peu pleurer sur notre sort, mais donner de l'espoir à la jeunesse. Et donner de l'espoir à la jeunesse, c'est justement leur faire aimer l'environnement dans lequel ils vivent. Et c'est peut-être ça que nous avons raté depuis quelques années, à mon avis. Alors voilà, ce combat, je le mènerai, je le mène encore. Vous avez eu raison de dire que les menaces ne m'ont jamais fait taire. Jamais, jamais, jamais. C'est le meilleur moyen de résister. Alors je voudrais dire quand même quelques mots, parce que tout ça n'est pas fait, je le fais, mais j'ai aussi une famille qui m'accompagne dans ces combats. Parce que souvent, les élus, on ne pense pas qu'ils sont des hommes et des femmes comme les autres, avec des forces et des faiblesses comme les autres, mais aussi avec des familles auxquelles on impose parfois nos choix et nos combats. Et je peux vous assurer que ce n'est pas toujours facile. Quand il y a une dizaine d'années, j'ai été attaquée par un trafiquant de drogue et que j'appelle mon mari en disant que j'étais à l'hôpital, c'est vrai que vous vous dites, voilà, vous vous imposez des choses compliquées. Mais voilà, on résiste, on est debout. Et on avance. Et je pense que le travail que j'ai mené toute l'année dernière au Sénat sur cette commission d'enquête sur l'islamisme et comment lutter ensemble, je l'ai mené parce que cette expérience, probablement, et je ne suis pas quelqu'un qui parle souvent de moi, je la connais, j'y ai fait face à ces islamistes. Ils ont été très menaçants à mon égard, mais je crois que le meilleur moyen de les remettre dans le chemin, c'est de leur résister. Il n'y a que ça. Il n'y a pas 50 solutions. Et que ce pays mérite mieux que d'être fractionné. Et pourquoi je me bats encore aujourd'hui, c'est que je ne conçois pas de laisser à mon fils, et peut-être à ses enfants un jour, un pays fractionné, un pays divisé. Et je n'emploie jamais le mot « différentes communautés », nous n'en avons qu'une, c'est la communauté française. Nous nous battons pour cette nation, nous nous battons pour ce beau pays, pour aujourd'hui et pour demain. Et si je me bats encore aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une partie de sa jeunesse aujourd'hui qui ne comprend pas qu'elle est en train de sortir de cette belle République, que beaucoup de pays nous envient. Voilà. Alors c'est aujourd'hui peut-être l'aboutissement de, en tout cas, cette année de travail l'année dernière au Sénat, que je continue encore puisque je suis co-rapporteur du texte contre le séparatisme, qui a des forces et des faiblesses, ce texte, mais qu'on va essayer d'améliorer au Sénat. On va voir comment on va pouvoir le faire. Mais en tout cas, ce combat, il est loin d'être terminé. Il durera probablement encore quelques années, mais à nous de poser les petites pierres maintenant. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le maire de Montpellier, Michael Delafosse, ravi de vous accueillir au nom de l'ensemble du jury du prix du Trombinoscope pour recevoir ce prix de l'élu local de l'année. Alors vous avez le même âge que Emmanuel Macron, exactement, vous êtes né la même année, un cadra donc, et vous avez été repéré un jour par un autre président, celui qu'on appelait le président, Georges Frêche, celui qui a hissé vraiment la cité que vous administrez aujourd'hui au rang de métropole et qui avait dit un jour: Michael Delafosse sera maire de Montpellier. Vous êtes d'ailleurs rencontré en 92, vous étiez un jeune lycéen, lorsque Georges Frêche vous avait invité à venir au conseil municipal. Ce n'est pas un mentor, mais vous ne niez pas l'inspiration qu'il vous a donnée, en soulignant sa culture, son sens du contact. C'était un homme qui, dites-vous, défendait des idées de gauche, une gauche sociale, et avec une forte expertise historique qui vous tient à cœur encore aujourd'hui. Alors vous n'êtes en principe pas vous ne faites pas partie en principe de ce nouveau monde qui a prétendu que le en même temps devait triompher des ancrages politiques traditionnels, ce qui fait penser qu'en devenant maire de Montpellier, vous donnez un certain renouveau à l'ancien monde. Voilà.
puisque vous inscrivez dans un itinéraire tout à fait classique de militant socialiste, adhérent au Parti socialiste à 16 ans, fondateur de l'UNL, le syndicat lycéen, vice-président de l'UNEF, président de la LMDE, qui avait succédé, la mutuelle étudiante qui avait succédé à l'AMNEF. Bref, tout ça fait effectivement ancien monde. Et c'est dans ce cadre-là que vous avez intégré le conseil municipal de Montpellier en 2008, adjoint à l'urbanisme, d'Hélène Mandroux, puis dans l'opposition de Philippe Sorel en 2004, et vous avez été élu conseiller départemental, un parcours vraiment classique, un ancrage territorial fort, qui montre donc que cette dimension de la politique reste encore d'actualité aujourd'hui. Et vous avez donc ramené Montpellier dans le giron socialiste grâce à vos mérites et à votre talent, et aussi à une alliance assez classique finalement de la gauche avec les écologistes. Parce que côté idée, vous incarnez une gauche sociale, mais aussi sensible évidemment à l'écologie, offensive sur la sécurité. Vous prônez un monde solidaire, plus respectueux des personnes et de l'environnement, avec une première grande promesse que vous avez tenue, celle de la gratuité des transports publics. C'est inédit dans une métropole de cette taille et vous avez commencé à la mettre en œuvre le week-end, mais en assurant que bien sûr elle va s'étendre. Et puis je voudrais insister sur une dimension qui a été très importante dans le choix du jury. Vous avez été très touché, très marqué par l'assassinat de Samuel Paty parce que vous êtes vous-même professeur d'histoire-géographie et que vous continuez d'enseigner un certain nombre d'heures. Donc l'identification, au-delà même bien sûr d'un drame qui suscite une émotion énorme chez l'ensemble de nos compatriotes, elle est peut-être encore plus forte pour vous qui connaissez ce rapport à l'élève, à l'enseignement, à la salle de classe. Et ce qui a été, je dois dire, assez décisif dans le choix du jury, sans trahir le secret des délibérations, c'est votre positionnement sur la laïcité. Parce que c'est vrai qu'élu local de l'année, nous aurions pu choisir d'autres maires qui ont porté cette victoire et d'ailleurs un peu ce renouveau aussi même des partis traditionnels ou cette montée en puissance de l'écologie municipale, si je puis dire. Mais c'est vrai que vous faites partie de ceux qui, dans votre génération, se sont vraiment engagés sur ce combat pour la laïcité. Et ça, nous y avons été sensibles, avec notamment une charte de la laïcité à laquelle vous soumettez les associations et qui, d'une certaine manière, anticipe ce qui va être voté par le Parlement si le projet de loi contre le séparatisme est adopté. Et tous les maires ne sont pas aussi clairs que vous l'êtes sur cette question de la laïcité. Quand on voit le sondage qui est sorti ce matin dans le journal Le Point, j'ai tendance à penser que de ce point de vue, et c'est une dimension très importante, notre choix se trouve confirmé par les nécessités du temps. Alors des convictions affirmées, des engagements qui sont mis en œuvre, mais une posture qui aussi, je crois, correspond à l'attente des Français, y compris en cette période de pandémie, qui est celle de la proximité. Voilà, vous voulez rester proche des gens. Vous avez récemment dit à la radio France Bleu, je veux rester le même, j'aime marcher, j'aime le vélo, j'aime être abordable, j'ai pas changé de look. Vous avez ce petit look barbu qui nous rappelle les élus socialistes entrés à l'Assemblée en 81. Bah, il faut toujours une filiation. Et surtout ce contact direct que vous prônez, un équilibre entre le professionnel, y compris la salle de classe, les fonctions à la mairie et le temps que vous pouvez consacrer aussi à vos enfants. Plus on prendra soin des enfants, dites-vous, mieux le monde se portera. Une volonté, des convictions, une proximité, un style, une modernité que je qualifierais de territoriale. Bref, avec vous, l'ancien monde n'a pas dit son dernier mot et c'est tant mieux pour la politique aussi. Bravo Mickaël Delafosse, vous êtes donc l'élu local de l'année pour ce prix du Trombinoscope. Écoutez, Monsieur Kessler, merci de vos mots et merci du choix du jury qui m'honore et fut une surprise. Pour moi, je me suis dit l'élu local de l'année était probablement un de ces maires qui avait traversé soit le premier confinement, soit le deuxième confinement. Bon, ben, je m'y retrouve, puisque comme tous les élus locaux, nous sommes engagés dans cette crise sanitaire. Je le reçois avec vos mots comme une distinction d'un engagement et peut-être un message pour des jeunes gens qui croient que la vie politique peut servir les autres. Vous avez fait référence à un parcours très classique de socialiste. Et moi, je suis le socialiste qui suis passé de 7% dans les sondages, avec ce journal Le Monde, dans une page, vos confrères ont écrit la campagne la plus folle, à 47%. Et nous avons gagné, à la surprise générale, cette élection municipale par
trois fondamentaux. Le premier, c'est la fidélité aux idées. Changer de camp vous discrédite devant les électeurs. À la fin, des gens de droite me disaient « je vais voter pour socialiste pour la première fois de ma vie parce que vous n'avez pas changé ». La seconde, c'est d'être ferme sur les principes auxquels nous croyons. Et la laïcité fut dès le départ, dans mon slogan de campagne, solidaire, écologiste, laïque et innovant. La gauche qui nous rassemble. J'y viendrai, parce que je crois qu'il est important d'avoir des mots sur ce sujet. Et le troisième, c'est de ne pas s'égarer dans les polémiques et ces débats qui impuissantent notre pays et notre vie démocratique, dont vous, les journalistes, êtes friands, et c'est normal. Mais d'essayer de faire une chose, comme un professeur, s'adresser à l'intelligence des gens comme on s'adresse à l'intelligence des enfants. Et quand on parle à l'intelligence des gens, l'intelligence répond. Voilà les premières phrases que j'ai prononcées comme maire de Montpellier le 4 juillet, quand je fus élu. Les idées, c'était la gratuité des transports. Et quand on est un élu local du vieux monde ou du monde, on est confronté à cette défiance permanente, où les gens ne nous croient plus, ne pensent que la politique ne peut plus rien changer. Eh bien, nous promettons, il faut donc faire, et merci d'avoir souligné que cette grande mesure qui concilie justice sociale et exigence environnementale, qui est la gratuité des transports, nous l'avons mise en œuvre en septembre, et nous allons continuer en septembre prochain, et à mi-mandat, notre réseau de transport sera le plus grand réseau de transport à offrir la gratuité. Et puis, quand on est un élu local, quand on est le maire de Montpellier, à l'image de tous les maires, mais maire de Montpellier, ville de tradition humaniste, il faut être très clair avec son époque, cette époque tourmentée, celle des larmes du 11 janvier, celle de l'effroi de l'assassinat de Samuel Paty, de l'effroi. Et donc, ici, à l'hôtel de Lassay, il y a l'hémicycle. Et puis, il y a eu des moments de choix dans une société. Et l'histoire parlementaire la raconte. Eh bien, c'est pareil au niveau local. Et moi, j'ai fait le choix de dire que sur les questions de laïcité, il fallait en parler et les assumer. Je ne suis pas de ces élus locaux qui sont une toute petite minorité qui considèrent que pour gagner une élection, il faut composer avec les principes de la République. Je te donne tel permis, tu me donnes telle promesse de voix qui n'arrive jamais, et qui à la fin abîme notre pacte social. Je mesure la force des mots que je prononce ici. Mais je le dis parce que je crois important que nous portions cette valeur essentielle à toutes les échelles locales, nationales, qu'est la question de la laïcité. C'est un principe de concorde, c'est un principe incroyable, envié partout sur la planète, et qui ne doit pas être dévoyé dans l'esprit. Parce que, comme disait Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Il y a ceux qui pensent la laïcité comme un glaive, moi je crois comme une valeur de concorde. Celle qui est directement héritée du cours de Samuel Paty sur Voltaire et son extrait du dictionnaire philosophique sur la tolérance. Et aujourd'hui, porter la laïcité haut et fort à travers une charte de la laïcité qui devient effectivement l'article 6, dont j'espère que le mot laïcité figurera, ça c'est pour Madame Schiappa, je sais qu'elle l'entendra, eh bien, c'est porter cette valeur. C'est porter cette valeur en partage auprès des associations et en leur disant « soyez garants du principe de la laïcité dans votre propre fonctionnement » et toutes s'y retrouvent. Et celles qui ne s'y retrouvent pas, elles doivent trouver la fermeté de la République. Tout comme quand je me suis opposé à la vente à un État étranger d'une mosquée, j'ai fait le choix, comme maire, avec mon pouvoir d'urbanisme, de préempter. C'est compliqué, les motifs juridiques. Et nous avons gagné, elle n'a pas été vendue. Mais parce que moi, j'appelle de mes voeux à ce que ce droit de croire ou de ne pas croire ne s'exerce pas sous l'influence des uns ou des autres, mais relève bien d'une décision, d'une communauté de fidèles qui appartiennent à une nation, la France. Tout comme je considère que la laïcité doit être portée comme principe défendu, mais aussi être portée socialement.
Et nous avons mis en œuvre, par exemple, c'était ça ma première promesse de campagne avec la gratuité des transports, un plan de soutien scolaire public, laïque et gratuit, parce que j'étais professeur sur mon terrain, comme un élu de terrain et dans ma permanence. Je voyais des familles me dire « mais moi je mets au soutien scolaire à l'école coranique ou chez les évangéliques ». Je disais « mais il y a autre chose ». Les gens me disaient non. Et donc il faut une réponse sociale. Alors je suis dans cette très belle catégorie des élus locaux. Et donc être un maire, qui est une des sans doute plus belles fonctions dans la République, c'est agir au niveau local. Bien sûr pour mon environnement immédiat, mais c'est aussi agir avec ce buste qui est présent dans tous les bureaux des maires de France, Marianne, qui doit être une source d'inspiration permanente. Parce que si le vieux monde a une modernité, s'il existe une modernité territoriale, ces valeurs héritées, conquises dans cet hémicycle, défendues âprement parfois dans la rue, dans des affrontements parfois durs, mais parfois de rassemblement comme l'esprit du 11 janvier ou de l'émotion qu'a submergé le pays après la mort de Samuel Paty, eh bien, ils doivent être portés et défendus. Merci donc à vous de ce jury. Et finalement, j'ai écouté Monsieur le ministre Bruno Le Maire qui a associé près à son ministère, et évidemment, on ne peut que voir. Mais je voudrais donc trouver aussi moi-même, à ceux qui pensent, je voudrais le dédier à tous ceux qui pensent que l'une des grandes libertés, c'est de croire ou de ne pas croire. Et de dire à tous ceux qui sont prisonniers de cette liberté que nous pouvons la conquérir. Et je souhaite que Montpellier, mon pays, notre pays, la France, reste un phare en la matière. Et même si le sondage de ce matin nous donne des raisons d'être inquiets, moi j'ai confiance. Parce que la jeunesse de ce pays, si on lui raconte bien, elle peut connaître la profondeur de cette histoire et contribuer à écrire l'avenir. Ce pays n'est pas voué, nos villes ne sont pas vouées à être des espaces d'affrontement, mais des espaces de rassemblement, à condition de ne pas cultiver les polémiques ni les anathèmes, de parler à l'intelligence des gens. Et quand on parle à l'intelligence des gens, l'intelligence répond. N'est-ce pas être fidèle, non pas aux socialistes, mais au siècle des Lumières? Eh bien, le siècle des Lumières, magnifique source d'inspiration pour moi, et j'espère pour beaucoup. Merci à vous. Beaucoup de choses n'ont pas pu être mises en œuvre et c'est dommage. Le 31 décembre dernier, c'est par cette phrase qu'Angela Merkel a résumé la présidence allemande du Conseil européen. Une formule lapidaire, sans fioriture aucune, du pur Angela Merkel. Car qu'aurait été l'état de l'Union européenne en ce début d'année sans cette présidence allemande? Au moment où la première vague du coronavirus s'abat sur l'UE, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, supplie les États membres d'adopter une approche commune contre le virus. Une à une, au sein de l'espace Schengen, les frontières se ferment sans la moindre concertation. Dans la panique, la solidarité européenne n'est pas de mise, loin de là. Lorsque l'Allemagne ou la France refusent d'exporter un peu de masques de protection, de blouses ou autres matériel médical de première urgence qui sont à leur disposition, les États les plus frappés par le virus, comme l'Italie, puis l'Espagne, dénigrent volontiers Bruxelles face à leur opinion publique et n'hésitent pas à se tourner ouvertement vers la Chine et la Russie pour faire face à la pénurie. Au sein des milieux économiques, c'est là aussi la panique. Le spectre du chaos, on craint l'effondrement. Les chutes des bourses européennes sont vertigineuses, pareil à la crise financière de 2008. Certains économistes, responsables politiques, prédisent le pire, l'éclatement de la zone euro, voire de l'Union européenne. C'est dans ce contexte délétère, morose au possible, que l'Allemagne hérite de la présidence de l'UE. Qu'Angela Merkel et sa marque de fabrique, le pragmatisme, vont rendre possible l'impensable, le feu vert pour un emprunt conjoint européen
assortie d'une clause de solidarité entre les États membres. Pour faire tomber ce tabou en Allemagne, il a fallu que la chancelière commence par renier ses propres engagements. Tant que je vivrai, il n'y aura pas d'euro-obligation, autrement dit de dette européenne, promettait-elle en juin 2012, en pleine crise de l'euro, au groupe libéral FDP de sa coalition d'alors. Une douche froide pour l'Europe. François Hollande, d'ailleurs, s'en souvient encore. 8 ans plus tard, Angela Merkel est toujours à la manœuvre, inoxydable, aux côtés de son 4e président français. Nous sommes le 18 mai 2020, à l'occasion d'une visioconférence de presse, aux côtés d'Emmanuel Macron, avec qui elle travaille en confiance, mais avec qui les relations s'avèrent aussi, à ce moment précis de l'histoire, particulièrement tendues, sur cette idée d'une dette commune. Elle brise son serment. 12 euphémismes, elle évoque alors une voie nouvelle. 500 milliards de dettes communes, dont au moins 125 milliards à rembourser pour l'Allemagne, qui seront reversés aux États les plus touchés par le coronavirus. 2 mois après, les 27 se retrouvent unis par les liens de la dette. Un moment, osons le mot, historique et une véritable bouée de sauvetage pour l'Union européenne. Et pourtant, égale à elle-même, la Covid-19 a demandé beaucoup de travail, a simplement déclaré Angela Merkel en décembre dernier. Quoi qu'il en soit, cette crise lui aura permis une nouvelle fois d'affirmer son leadership européen. Ici, la championne toute catégorie de l'austérité européenne a su se convertir en adepte de la relance budgétaire européenne et à la mutualisation de la dette, seule action désormais à ses yeux capable de sauver le projet européen. C'est la fameuse chancelière Téflon, comme on la surnomme outre-Rhin, semble-t-il, celle sur qui tous les problèmes glissent, mais en bonne scientifique, chez qui tous les problèmes doivent aussi trouver une solution. La formule gagnante pour Angela Merkel, qui après 15 années passées à la tête du pouvoir en Allemagne, mieux que Konrad Adenauer et aussi bien que son père spirituel Helmut Kohl, s'apprête à passer la main en septembre prochain. En Allemagne, sa popularité a retrouvé le chemin des sommets. Elle à qui, il y a peu, beaucoup prédisaient une fin politique crépusculaire. Dans ses récentes mémoires, Barack Obama, l'un des 4 présidents américains qu'elle aura connus durant ces 15 ans, l'a décrit comme, je le cite, fiable, honnête, intellectuellement précise, une belle personne. Au regard de son action en 2020, une dirigeante qui peut aussi désormais espérer entrer demain au Panthéon européen. Et pour lui remettre ce prix, j'appelle celui qui est à mes côtés, Hans-Dieter Lucas, qui est l'ambassadeur d'Allemagne en France. Et vous aurez donc la charge, monsieur l'ambassadeur, de remettre ce prix à la chancelière allemande en notre nom, comme étant la personnalité européenne de l'année 2020. Donc, chers membres du jury, cher monsieur Gratien, messieurs, dames, c'est une grande joie et un grand honneur pour moi de représenter ici la chancelière Angela Merkel pour recevoir le prix d'Européenne de l'année 2020 qui lui a été décerné. Et c'est évidemment un grand privilège de se voir attribuer ce prix une deuxième fois, la première datant de 2007. Et mesdames et messieurs les membres du jury, au nom de la chancelière fédérale, soyez vivement remerciés pour cette distinction. Cher monsieur Gratien, dans votre éloge, vous avez notamment souligné l'engagement de la chancelière en faveur de l'accord sur le plan de relance européen. Et une fois de plus, dans des temps particulièrement difficiles pour l'Europe, la France et l'Allemagne ont fait front commun et donné une impulsion décisive à la résolution de la crise en Europe grâce à une initiative commune. Et le Fonds de relance européen nourrit la confiance dans notre économie de la solidarité et la capacité de l'Union européenne à sortir plus forte de cette crise. Il montre aussi tout ce que nous sommes capables d'accomplir ensemble à l'échelle européenne et au-delà. Et par conséquent, même si la chancelière
se réjouit infiniment de l'honneur qui lui est fait. L'accord historique de l'an dernier est avant tout le fruit de l'étroite coopération franco-allemande et de la solidarité européenne. Et je pense que cette coopération entre nos deux pays connaît actuellement un temps fort, peut-être même son apogée. Et le plan de relance, ce n'est pas le seul dossier dans lequel nous travaillons ensemble. Il y a les grands projets industriels, il y a un grand projet d'armement, il y a la politique étrangère. Donc il est décisif pour l'Europe que nous inscrivons cette dynamique dans la durée. Et je suis convaincu que la France et l'Allemagne ont la capacité, notamment en raison des liens qui unissent nos sociétés civiles. Et au niveau européen également, la France et l'Allemagne s'impliquent ensemble en faveur d'un dialogue accru entre les citoyens. C'est très important. Et c'est la raison pour laquelle la France et l'Allemagne ont soutenu l'idée et pris l'initiative pour une conférence sur l'avenir de l'Europe qui va commencer au mois de mars. Cher M. Grattan, Mesdames et Messieurs, en France, en Allemagne et en Europe, travaillons main dans la main au niveau politique comme dans la société civile, et le prix que vous remettez aujourd'hui à la chancelière est un beau symbole de cette coopération, une coopération qui est la clé de voûte d'une Europe plus forte et d'une Europe souveraine. Merci beaucoup. Bien, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, permettez-moi d'abord, puisque nous sommes à distance respectable et ici en présence d'une assistance relativement clairsemée, que je puisse retirer mon masque afin de me rendre plus audible. Permettez-moi donc tout d'abord de vous dire tout mon plaisir d'accueillir une nouvelle fois la remise des prix du Trombinoscope. Cette tradition a toute sa place dans ces salons de l'Hôtel de la Cé, même si l'Assemblée nationale, comme toute la France, se trouve un peu empêchée et engoncée dans cette phase de pandémie. Je tiens à saluer M. François-Xavier Dayer, éditeur du Trombinoscope. Il a su transformer en quelques jours cette cérémonie qui attire de nombreux élus et journalistes, par temps clément, en une cérémonie vidéo respectant distance de sécurité, gestes barrières et autres normes prudentielles. Au moment de conclure cette cérémonie, permettez-moi un bref rappel des lauréats de vos prix. En 2020, année des municipales oblige, et ce furent des municipales à épisodes, on s'en souvient, il n'était pas tout à fait incohérent que les maires fussent mis à l'honneur. Madame Hidalgo, réélue maire de Paris, Monsieur Delafosse, devenu maire de Montpellier, ont été honorés, et c'est probablement mérité. Les sénatrices de l'année, au nombre de 2, ont elles aussi été maires ou adjointes au maire. Je veux parler de Madame Jacqueline Eustache-Brignot, qui fut maire de Saint-Gratien, avant de devenir sénatrice du Val d'Oise en 2017. Je salue aussi la sénatrice Nathalie Delattre, qui fut adjointe à M. Juppé à Bordeaux et qui, lors du dernier renouvellement du Sénat, est devenue vice-présidente de la Haute Assemblée. Le député, évidemment, Patrick Mignola, lui aussi honoré d'un prix, fut aussi maire à l'Aravoire, en Savoie. Bref, une cérémonie du Trombinoscope qui ressemble presque à une fête des maires. Il n'était donc pas tout à fait étonnant que le ministre de l'année soit Bruno Le Maire. Avec un plan de relance de plus de 100 milliards d'euros, il est des désignations moins onéreuses. Je taquine, mais je veux dire toute l'estime que je porte au député Bruno Le Maire, qui fait l'ange quand je fais la bête, pour reprendre le titre de son dernier ouvrage. Finalement, seules 2 personnalités primées cette année échappent à cette kyrielle de maire. Il s'agit d'abord de la chancelière Angela Merkel, reconnue européenne de l'année, je crois que l'on pourrait même dire de la décennie. Chancelière depuis 2005, novembre 2005, elle a su mettre la construction européenne au rang des priorités allemandes, ce qui n'est pas tout à fait simple. Je parlais du plan de relance en évoquant le ministre Le Maire. Je tiens aussi à saluer la proposition historique de l'Union européenne le 21 juillet 2020
quand pour la première fois elle a décidé, sous la double impulsion franco-allemande, d'un endettement commun de 750 milliards d'euros pour construire l'Europe d'après. L'Europe s'est bâtie en évacuant les décombres des guerres passées, et dans cette guerre actuelle contre la Covid, elle décide d'aller plus loin encore dans l'intégration, dans la construction, dans les investissements. Et cette reconnaissance est donc parfaitement méritée. Et j'en profite pour remercier Son Excellence l'ambassadeur d'Allemagne en France, qui est venu recevoir le prix décerné à Madame Merkel. Je veux enfin saluer la révélation de l'année, notre garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Monsieur le ministre, vous allez fêter votre 60e anniversaire cette année, et c'est rassurant pour toutes et tous de constater que l'on peut espérer être une révélation à tout âge. Être surnommé l'ogre du Nord pour devenir jeune ministre et révélation de l'année, c'est un parcours rare. Aux yeux du Trombinoscope et de son redoutable jury de journalistes présidé par M. Christophe Barbier, votre désignation comme ministre est une révélation. Vous en deviendriez donc presque aimable, mais je ne veux pas nuire à votre réputation. La liste de vos contempteurs semble toutefois plus longue encore que celle de vos louangeurs, mais quant à moi, je veux vous dire et mon estime et ma respectueuse amitié. Je pourrais déplorer l'absence, une fois encore, des Bretonnes et des Bretons dans ce palmarès. Je pourrais tiquer sur la désignation de 2 sénatrices, quand seul le président du groupe parlementaire MoDem est désigné, mais je veux surtout retenir la qualité des personnalités honorées par le Trombinoscope. Enfin, je peux vous le dire, j'espère très sincèrement que l'année prochaine, nous pourrons organiser une cérémonie totalement sans masque, une belle cérémonie de remise de prix dans la galerie des fêtes de l'Assemblée nationale, comme de coutume. Cette période n'est que contrainte et prudence. Je veux vous remercier d'avoir permis, pour quelques instants, de nous l'avoir fait oublier, et à toutes les personnalités célébrées cette année par un prix du Trombinoscope, je veux dire mon estime sincère et chaleureuse. Merci de votre attention. Les cérémonies sont rares par les temps qui courent. Ce fut un grand honneur pour l'équipe du Trombinoscope de pouvoir l'organiser à nouveau ici, à l'Assemblée nationale. Je tiens à remercier les prestigieux lauréats de leur présence, le jury d'avoir délibéré avec sérieux et notre partenaire BKI Consulting. Je vous donne rendez-vous dans 1 an pour un nouveau palmarès du Trombinoscope à la veille des élections présidentielles, ce qui ne manquera pas d'intérêt.